puis le succès de Cache Investigation, ça a rendu certains diffuseurs jaloux en disant « faites-nous du Cache Investigation ». Mais après, ça ne se fait pas en soufflant dessus, parce que c'est très difficile, puis parce que surtout, ça prend vraiment beaucoup de temps. On est prestataire. Donc, comme les boîtes de production qui font du cinéma, comme les boîtes de production qui font du documentaire animalier, comme les boîtes de production ou les agences de presse comme la nôtre, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un seul client. Les rares boîtes de production indépendantes qui ont travaillé avec une seule chaîne, il suffit que ça marche un peu moins bien ou que les gens changent dans la chaîne, on l'a vu autour de nous, c'est des boîtes de production qui ont fermé. C'était drôle d'imaginer un monde où on nous disait clairement ce qu'on mangeait, et puis ensuite on a réfléchi à où tourner pour que ce soit suffisamment réaliste, pour que ça incarne un monde global. Donc on s'était dit qu'on allait suivre quelqu'un du matin au petit déjeuner au soir. Il faut mettre au point le packaging, il faut trouver des noms rigolos pour les produits sans être attaquable juridiquement. Donc on a un juriste et un avocat qui travaille avec nous pour valider tout ça. Au départ, le pot de faux Nutella, on avait pensé l'appeler Nutegra, de tartigras. Et voilà, la juriste a trouvé on pouvait être attaqué là-dessus. On lit les dossiers, prend des notes, c'est très scolaire. On passe beaucoup de temps devant notre ordinateur. Il y a beaucoup d'informations avant d'aller sur le terrain. Je pense que maintenant on utilise peut-être même pas 10% de tout ce qu'on a trouvé. C'est ça qui est assez agréable dans ce qu'on fait pour récemment, c'est qu'on peut sortir un peu des caricatures, des stéréotypes. C'est ça qui est aussi vraiment sympa, c'est qu'on devient un peu spécialiste dans le sujet à la fin. C'est du journalisme avec de la rigueur et du temps. C'est pas plus compliqué que ça, je crois. Vous allez voir, on fait le tour très rapidement. Le Paris 21 en fait est inscrit dans un certain nombre de choix que nous avons fait d'entrée de jeu. D'abord le rythme trimestriel. Donc c'est forcément prendre de la distance par rapport à l'actualité, mais se dire aussi que prendre de la distance par rapport à l'actualité, ça correspond à une obligation, une nécessité, que ça correspond à un impératif que ressentent un certain nombre de gens, ce qui d'un point de vue ligne éditoriale, bien entendu, influe sur un certain nombre de choses. C'est pas de publicité. Dans 21, il n'y a pas de publicité, donc c'est une revue qui vit uniquement de ses lecteurs et de ses ventes, sans subvention, sans publicité. Donc au sens strict du terme, totalement indépendante. Et le troisième point aussi qui était extrêmement important dans les choix de départ, c'était la distribution en librairie. Laurent et Patrick se sont rendus compte en faisant 21 qu'ils étaient très sollicités par les agences, par les photographes indépendants, et que malgré la crise du photojournalisme, il y a toujours une grosse production d'histoires en photo. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas faire un 21 en inversant le rapport texte-image. Donc, on reçoit des travaux du monde entier, parce qu'on est les seuls dans le monde à laisser de la place aux photojournalistes. Comme le rêve de tout photojournaliste, c'est de faire un livre, mais qu'il n'y a presque plus de livres photo. Ils rêvent d'être dans 6 mois, parce que 6 mois, c'est au moins 18-20 pages au minimum. J'ai commencé à Libération. Ils se mordaient les doigts d'avoir ouvert le site gratuitement à l'arrivée d'Internet. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont donné gratuitement ce qu'ils faisaient payer en kiosque. Les gens, ils ne sont pas idiots. D'un moment, ils arrêtent d'acheter le journal et ils allument l'ordi et ils n'ont même plus besoin de sortir. Nous, ce qu'on fait, c'est quand même des articles qu'on ne peut pas du tout trouver ailleurs. Donc on ne peut pas dire à des jeunes ou à des moins jeunes arrêtez vos consommations frénétiques, que ce soit de la télévision ou d'internet, et mettez-vous à 21, parce que c'est des choses qui se complètent. En lisant 21, on comprend plein de choses, mais on ne saura pas s'il y a eu un attentat hier. Take
avez une idée de ce que fait Reporter d'Espoir ou de ce qu'on entend par une info qui donne envie d'agir, l'idée de départ, c'est comment on entraîne la société dans ce qu'on appelle une dynamique de solution, donc dans la connaissance et la conscience que des choses se passent. On critique beaucoup les journalistes justement, ils ne parlent que du négatif tout le temps et je pense que les gens maintenant sont plus à la recherche de solutions justement, qu'on ouvre leur esprit critique. On s'est rendu compte que oui, on est accro vis-à-vis de l'information anxiogène. En revanche, quand on nous donne une information constructive, c'est-à-dire un contenu solution, non pas juste positive, l'information est plus diffusée, on va en savoir plus sur le sujet, plus de curiosité, plus d'appétence et plus d'impact parce qu'on fait passer le message. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on met en avant la solution, on a aussi ce rôle de devoir critiquer la solution. Attention, on n'est pas en train de faire de la communication. Parce qu'on a aussi beaucoup de journalistes qui nous ont dit « Ah oui, mais vous comprenez, si on fait du journalisme de solution, on va être suspecté de faire de la communication. » Vous, en tant que journaliste d'opinion, dans un journal d'opinion, vous avez le droit de dire « Oui, cette solution existe, on la met en valeur parce que c'est notre devoir d'exhaustivité et d'objectivité de vous montrer que la réalité est plus complexe que ça et qu'il y a des solutions qui existent. En revanche, nous trouvons et nous pointons des points qui ne nous conviennent pas, enfin, voilà, de faire une analyse critique dessus. On n'est pas, encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. Nous, tout ce qu'on produit comme enquête, radio ou web, on les propose et on les diffuse sur l'ensemble des chaînes de Radio France. Et ces enquêtes, on les décline aussi en numérique, c'est-à-dire qu'on a une version web et une version vidéo. On essaie aujourd'hui de travailler sur une écriture graphique qui soit une écriture simple, visuelle, iconographique et qui puisse fonctionner notamment sur les téléphones portables où souvent on regarde une vidéo mais on n'a pas forcément le son. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est, ça reprend un ancien slogan de France Inter, c'est cultiver votre différence. Essayez vraiment d'accentuer, d'aller vers des choses qui sont votre jardin secret ou des choses un peu différentes et qui peut-être vous serviront ensuite sans doute par la suite dans votre métier parce que vous avez bien vu aujourd'hui, c'est vrai que l'ensemble des médias au niveau des contenus, tout ça est assez formaté. Donc lisez des livres, apprenez des langues, le plus de langues possible. Le truc, c'est que effectivement, c'est pas tous les journalistes, mais certains journalistes qui vont être spécialisés dans un domaine, puisque aujourd'hui chaque journaliste travaille dans un service, ne va peut-être pas être enclin à enquêter sur certains sujets ou à gratter certains sujets par peur de se couper de certaines sources. Il faut qu'on ait une perspective, et une perspective qui vienne apporter une grille de lecture à quelque chose qui n'était qu'une petite partie du sujet. En France, les vraies émissions d'enquête, elles démarrent dans les années 90 avec 90 minutes sur Canal+, Pièce à conviction sur France 3, et ensuite, héritier de tout ça, il y aura le vrai journal, mais héritier de tout ça, Cache Investigation, où on a marié un petit peu la culture France Télévisions et Canal. L'affaire Big Malion, c'est assez simple, c'est une société qui organisait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, et qui a été accusée assez vite d'avoir pris de l'argent à l'UMP dans une double comptabilité. On informe donc la direction de France Télé là-dessus. Et puis tout se passe bien jusqu'au moment où les émissions politiques que la chaîne doit organiser pour la campagne commencent à devenir concrètes. C'est-à-dire que le 15 septembre, il y a une émission et nous sommes mi-juillet et la direction de l'info de France Télé doit avoir un invité. Il se trouve qu'ils choisissent comme invité Nicolas Sarkozy. C'est donc un candidat qui a 2 mises en examen. C'est le seul, tout le panel des candidats, soit aux primaires, soit aux présidentielles en France. Donc le gars sait ce qu'il fait, hein. Il rentre dans l'arène en sachant qu'il a quand même 2 banderilles juridiques sur la tête. Ce que je sais, c'est qu'en tant que journaliste, c'est évident que si quelqu'un est mis en examen, et d'ailleurs, même si quelqu'un ne l'est pas, notre boulot est quand même d'enquêter sur une personne qui prétend être présidente de la République. C'est quand même juste un peu la base de notre métier. Ça raconte que cette culture de la révérence française, de toute une classe journalistique vis-à-vis du politique, parfois même de connivence, doit cesser.
des arts et métiers a toujours essayé de faire, c'est d'avoir la pièce, la première, celle qui a fait basculer les choses en termes d'innovation dite de rupture. Et les spécialistes des techniques viennent ici à genoux, si vous voulez, parce qu'ils voient la pièce. Et aujourd'hui, on en revient à une muséographie plus contextualisante qui essaye de mettre les objets en relation. Comme me disait un de mes collègues, Daniel Jacobi, il faut remettre de la sueur sur tes objets. Il faut des objets simples qui servent d'inducteurs, qui entraînent notamment les enfants vers des objets plus compliqués à comprendre, qui font moins partie de leur univers de référence quotidien. On a énormément d'appareils photo, et notamment des appareils photo très rigolos comme ceux-ci qui étaient des appareils d'espionnage. Hein. Vous avez un appareil photo dans le chapeau goule, un appareil photo cravate, un appareil dans le bouquin. Ce que nous essayons de faire, c'est un panorama très complet de l'ensemble des moyens de transmission, avec des divisions, encore une fois, depuis l'existence de ces appareils jusqu'à l'époque contemporaine. Le site, en termes d'abonnés, a dépassé tout ce que nous avions jamais imaginé. Moi, je me rappelle, quand on s'est lancé, on se disait que si on arrivait avec 40 000 abonnés, on serait hyper content et les rois du monde. On n'est pas les rois du monde, mais on a 122 000 aujourd'hui, 122 000 abonnements individuels. Un bon journaliste doit avoir du temps pour en perdre. C'est-à-dire de sortir des urgences de l'audience, des urgences de l'immédiateté, des urgences de l'amnésie médiatique où une info en chasse une autre et on ne sait plus ce qui est important. On fait partie de ceux ici, il y en a évidemment plein d'autres ailleurs, qui considèrent que le journalisme n'est pas là pour aider ceux qui ont déjà la puissance de la parole, ne pas être soumis aux agendas des autres, voilà, qui est le drame d'une partie du journalisme et de la crise du journalisme en France. Est-ce que la plupart des journaux ou des choses qui vont se créer devront se résoudre sur le modèle économique de Mediapart? Parce que finalement, s'il n'y a pas d'économie derrière, l'organe ne va pas loin. Un nouveau site s'est lancé en France, lancé par des anciens de Libération, ça s'appelle Les Jours. Le site Les Jours, qui a une idée éditoriale qui est de raconter l'actualité sous forme de séries, qu'ils appellent des obsessions, mais à la manière un peu d'une série télé, quoi. Voilà, c'est-à-dire avec des personnages, une intrigue, des lieux, voilà. Eux, en réalité, et c'est là où on voit la victoire, entre guillemets, de Mediapart sur ce terrain-là, ils ne se sont pas posé une autre question que, évidemment, il faut qu'on soit payant. Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle économique qui a été trouvé à ce stade en dehors de celui-là. Et c'est pas une question d'Internet au-delà de ça. C'est pas, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a Internet d'un côté et puis le reste de l'autre. 21 est une revue qui gagne de l'argent. Quelle est sa particularité? Elle est payante sans publicité. Le Canard enchaîné est un journal qui gagne de l'argent depuis des décennies. Quelle est sa particularité? Il est payant sans publicité. Arrêt sur image est un journal, est un site avec une petite économie et qui gagne de l'argent. Quelle est sa particularité? Il est payant sans publicité. Mediapart gagne de l'argent. Et voilà, donc je pense que un journal, c'est comme une maison qui doit accueillir des lecteurs qui ont confiance dans la maison, qui aiment bien le décor, qui aiment bien comme c'est meublé, qui aiment bien ce qu'on y mange, etc. Et c'est pas simplement une sorte c'est-à-dire, je pense qu'il y a un lien très fort qui est nécessaire.